Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette soirée de débat en direct sur France 3 avec Lucie Guillotin de France Bleu Alsace. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Et on commence par Strasbourg, à 4 jours du premier tour des municipales. Qui pour succéder à Roland Ries? Tout est ouvert, Lucie. Oui, avec nous sur ce plateau pendant 1h10, les 6 principaux candidats, avec d'abord Catherine Trottmann. Bonsoir, vous êtes candidate du Parti Socialiste, vice-présidente de l'Eurométropole. En face de vous, Alain Fontanel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier adjoint au maire et candidat pour La République En Marche. Kevin Loquet, vous êtes le candidat de la France Insoumise et Génération. Bonsoir. Bonsoir. Ombline Duparc, vous êtes conseillère régionale et vous conduisez la liste du Rassemblement national. Bonsoir. Jeanne Barséguian, vous êtes conseillère municipale sortante et vous menez la liste Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Jean-Philippe Vetter, bonsoir. Les Républicains, vous êtes à la tête de la liste de la droite et du centre. Il y a aussi 5 autres candidats. Patrick Arbogast de la liste Égalité Active, Chantal Cutajar pour la liste Citoyens Engagés, Louise Fèvre de Lutte Ouvrière, Mathieu Le Tallec de la liste Strasbourg 100% Service Public, Clément Soubise du nouveau Parti Anticapitaliste. Alors avant de commencer le débat, on va regarder rapidement la carte d'identité de Strasbourg. Vous allez le voir, 279 284 habitants, avec un taux de pauvreté de près de 25%. C'est presque 2 fois plus que la moyenne du Bas-Rhin, ce qui place Strasbourg juste derrière Marseille. On en reparlera évidemment. Et puis vous allez voir le second tour en 2014. Roland Ries l'avait emporté avec 47% des voix face à Fabienne Keller, 45% des voix. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot d'abord. La campagne est aujourd'hui très perturbée par le coronavirus. Selon le dernier sondage IFOP, 28% des Français envisagent de ne pas voter dimanche. Un tour de table très rapide, ça compte forcément, ça peut vraiment impacter le scrutin ? Oui, bien sûr, c'est des conséquences, mais c'est d'abord de l'inquiétude dans notre ville. Les Strasbourgeois, comme tous les Français, sont inquiets. Il faut les rassurer, rappeler l'importance des mesures barrières. C'est aussi un défi pour le système de santé. Il faut être aux côtés de nos médecins, de notre hôpital, qui sont au front face à la maladie. Et enfin, cette crise sanitaire est devenue une crise économique. Il faut accompagner nos artisans, nos commerçants et nos entreprises pour surmonter cette période difficile. C'est donc un vrai défi que le prochain maire devra prendre à bras-le-corps. Est-ce que ça peut jouer sur cette élection, Catherine Trottmann ? Oui, je pense que ça peut jouer sur cette élection. Je fais personnellement un point quotidien avec les médecins de ma liste. Je pense que c'est un défi d'organisation, puisque c'est inédit pour les entreprises, pour les services publics, mais aussi pour les EHPAD, par exemple. Et donc, nous devons penser autrement, s'organiser différemment, être solidaires, penser à la trésorerie des entreprises et de tous ceux qui ont besoin de passer ce cap, puisque nous sommes encore en montée, mais qu'il faudra aussi préparer la redescente. Et puis il y a l'innovation. Je voudrais souligner que de nouvelles réponses sont aussi possibles, notamment une application qui permettra le dépistage avec une invention qui a été faite par le docteur Schmoll et qui va pouvoir être testée à l'occasion de cette épidémie. Jeanne Barséguian, un mot peut-être ? Oui, je suis également la situation de très près avec Alexandre Fels, mon colistier adjoint à la santé. Je souhaite quand même inviter tout un chacun à se rendre au bureau de vote ce dimanche et dimanche prochain. Je pense que c'est un risque et que ça peut passer évidemment par la tête de certaines personnes de ne pas se rendre au bureau de vote, mais je voudrais dire que les précautions sont prises et qu'il est important de se rendre à ce rendez-vous démocratique majeur. Et on peut faire des procurations si Jean-Philippe Vetter. C'est un sujet évidemment extrêmement sérieux. J'ai la chance effectivement de pouvoir compter sur ma liste de l'ancienne présidente de l'Ordre national des médecins et d'avoir agi également en responsabilité, car mardi nous avons un grand meeting qui était prévu. Nous avons décidé de l'annuler car le plus important c'est la santé des Strasbourgeois et non pas un meeting électoral, mais aussi effectivement c'est une crise économique. Et certains hommes politiques et responsables politiques ont pris leurs responsabilités. Je pense notamment au président de la région Grand Est qui a désormais débloqué un budget de 25 millions d'euros pour aider très concrètement nos entreprises. Ombline Duparc, peut-être un mot ?
Oui, écoutez, je pense que ce sujet fait évidemment consensus. C'est une crise évidemment grave et qui impacte tout le monde. Concernant les élections à proprement parler, je pense qu'il faut effectivement que les gens puissent quand même aller voter en prenant toutes les précautions qui sont proposées, en suivant les consignes évidemment pour ne pas se mettre en danger. Mais c'est quand même une élection qui va les engager pour les 6 prochaines années, donc ça me semble important qu'ils puissent quand même faire part de leur avis. Et puis, il faut évidemment soutenir les entreprises parce qu'on arrive dans une situation économique désastreuse pour un certain nombre d'entre elles. Donc il faut que là-dessus, tous les politiques soient solidaires, ainsi que les institutions et les administrations, peut-être en échelonnant les paiements des taxes. Enfin, il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Et j'ai évidemment confiance totale en notre système de santé pour gérer au mieux la situation. Et pour finir, Kevin Loken ? Oui, bien sûr, c'est un sujet qui est à prendre au sérieux, mais il ne faut pas non plus céder à la panique. On peut comprendre que certaines personnes aient un peu de réticence à aller voter, mais je crois qu'aujourd'hui, des solutions ont été mises en place, qu'elles sont suffisantes. Il n'y a pas encore de gros pics épidémiques à Strasbourg et qu'on peut toujours se munir de son bulletin qu'on recevra tous dans nos boîtes. On sait que ça arrive très vite quand même. Comment ? On sait que ça arrive très vite quand même. Oui, ça peut arriver très vite, mais le coronavirus passera plus vite qu'une mauvaise municipalité. Avant de parler de vos programmes respectifs, on va regarder tout de suite les forces en présence. Selon le dernier sondage BVA, il y a 2 semaines, regardez, La République En Marche serait légèrement en tête avec 27% des voix, devant Europe Écologie Les Verts à 25%. Le PS fait un bond à 17%, juste devant les Républicains à 15%. Viennent ensuite le Rassemblement National à 10% et la France Insoumise à 5%. Alors, il y a un point commun à tous vos programmes, c'est l'écologie. Il y a du vert partout, notamment la qualité de l'air, qui est une préoccupation majeure des Strasbourgeois. Faut-il le rappeler, une ville extrêmement polluée. C'est devenu une question de santé publique aujourd'hui. Jeanne Barséguian, quelle serait, votre première mesure pour endiguer ce phénomène de pollution de l'air ? Alors vous l'avez dit, la question de la pollution de l'air, c'est une question de santé publique. C'est la pollution de l'air, c'est un poison pour les personnes les plus vulnérables, notamment pour les enfants. Et aujourd'hui, à Strasbourg, on est épinglé par l'Union européenne parce qu'on dépasse un certain nombre de seuils de polluants dans l'air. Donc ça doit être bien sûr une priorité. L'avantage, c'est que les mesures de lutte pour la qualité de l'air, elles vont aussi de pair avec des mesures de lutte pour le climat. Et donc, bien sûr, un levier important sur les transports. C'est agir sur les transports, c'est agir sur l'agriculture et c'est également agir sur le chauffage et l'accompagnement des chaudières qui, à Strasbourg, génèrent énormément de particules dans l'air. Donc, si je devais dire une seule mesure, c'est bien sûr la réduction du trafic poids lourd et de voitures. Alain Fontanelle ? Oui, la qualité de l'air, c'est un enjeu. Aujourd'hui, l'asthme... les allergies se développent, en particulier chez nos enfants, et puis les questions pulmonaires sont de plus en plus présentes. Pour agir sur la qualité de l'air, il faut réduire la circulation des poids lourds, en particulier sur la 35 et sur la route du Rhin. Pour cela, on ne peut pas le faire avec un policier pour chaque poids lourd. Il faut une technologie. Elle sera prête dans les prochains mois. C'est un enjeu essentiel de la réduction de ce trafic de poids lourds. Alors c'est un problème connu quand même depuis des années. Il y a des efforts qui ont été faits et pourtant, pour l'instant, on est toujours à des seuils, en tout cas, de pollution inquiétants. Les seuils restent menaçants, inquiétants. On a aussi une problématique en France. Notre pays est drogué au diesel depuis de nombreuses années. Le système fiscal incite à l'usage du diesel et pourtant on sait que le diesel est dangereux pour nos poumons. Il va falloir réduire progressivement cette circulation. On a une date butoir aujourd'hui, c'est 2025. Cette date, c'est un signal pour prendre les mesures d'accompagnement. Ça ne doit pas être un mur. L'écologie, elle ne doit pas être punitive, elle ne doit pas se faire au détriment des plus fragiles. Il faut des mesures d'accompagnement, il faut prendre le temps et aussi accompagner les artisans et les professionnels qui aujourd'hui n'ont pas de solution pour rouler propre. Jean-Philippe Vetter, justement, vous l'avez dit Alain Fontanelle, l'interdiction du diesel en 2025, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous estimez que c'est un peu inégal, puisque l'Eurométropole prévoit une mesure antisociale. Prévoit de le faire en 2030. C'est premièrement une mesure antisociale, puisque
effectivement, on l'a dit, la fiscalité était favorable pour les diesels il y a 3 ans. Donc vous avez des familles modestes qui ont acheté un véhicule diesel il y a 3 ans au prix fort et aujourd'hui se retrouvent avec un diesel qui vaut quasiment plus rien. Moi, je veux penser à toutes les familles strasbourgeoises et donc d'ores et déjà mettre en avant des mesures d'accompagnement leur permettant de pouvoir utiliser un autre véhicule. Comme lesquelles, par exemple? Quelles mesures d'accompagnement? Par exemple, on pourrait tout à fait travailler sur un abonnement qui soit gratuit, notamment pour, vous savez, l'ensemble des véhicules qui sont partagés. C'est par exemple le cas de Cities, et ça peut être tout à fait intéressant. Mais deuxièmement, je pense aussi... Ça se finance, évidemment. Évidemment, mais ça a un coût. Mais c'est aussi une solution et c'est très important. La deuxième chose, c'est évidemment l'ensemble de nos entreprises. Lorsque je parle à nos entrepreneurs, ils se demandent comment leur salarié va pouvoir venir travailler chez eux. Donc ça, c'est une vraie question. Et enfin, l'Eurométropole, c'est un seul territoire. Or, on a pris une décision de date butoir en 2025 pour Strasbourg et 2030 pour l'Eurométropole. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Eurométropole... C'est pas cohérent, selon vous ? Évidemment, parce que déjà... Quand vous avez un diesel, vous allez faire vos courses où en 2026 ? Vous allez évidemment aller à Vendenheim, dans les zones commerciales et non plus au centre-ville. Je veux défendre les Strasbourgeois, je veux défendre les commerçants et les artisans strasbourgeois. Mon ambition, c'est de pouvoir faciliter la vie, pour pouvoir créer des emplois. Et donc, je pense, un territoire, il s'appelle l'Eurométropole, avec une règle, celle de la date butoir de 2030. Jeanne Barseillon, vous voulez réagir ? Oui, à la fois à ce que vient de dire Alain Fontanel et aussi Jean-Philippe Vetter, on parle de cohérence. L'écologie, elle doit être cohérente. Et moi, je ne comprends pas qu'on parle de lutte pour la qualité de l'air et qu'ensuite on veuille remettre le stationnement gratuit entre midi et 2 pour inciter les personnes à aller déjeuner en ville, en voiture. C'est complètement incohérent et c'est ce que propose Alain Fontanel ou Jean-Philippe Vetter. Je vais tout de suite répondre. C'est aussi complètement incohérent de continuer à supporter une autoroute urbaine qui coupe notre ville en deux et qui génère des pollutions extrêmement fortes. C'est l'A35. Et vous êtes contre toutes les solutions crédibles et factuelles qui permettraient de délester cette autoroute urbaine, puisque Strasbourg est coupé en deux, et notamment cette solution du GCO. Je sais que le GCO, ce n'est pas le paradis, mais en tout cas, l'A35 actuelle, c'est l'enfer. Et je voudrais juste moi aussi réagir sur cette question de la cohérence. Je suis assez admiratif quand tu vois les choses de manière aussi simpliste et binaire. Je pense que la complexité d'une ville, c'est des problèmes de toutes et de tous. Une élection municipale, ce n'est pas un concours de pureté idéologique. C'est de chercher des solutions concrètes aux problèmes du quotidien des Strasbourgeois. Quand il y a des problèmes, il faut dire concrètement comment on les résout et pas simplement déclamer des principes. Je crois que sur cette question de la ZFE, il y a des vrais enjeux sociaux et on ne peut pas être dans l'écologie punitive. Il faut accompagner, trouver des solutions et progresser sur les deux aspects sociaux et de qualité de l'air. Alors on va vous laisser répondre quand même. L'écologie n'est pas non plus de l'opportunisme électoral et moi je demande de la cohérence et de l'ambition parce que je ne crois pas à l'écologie due en même temps. On va entendre peut-être Kevin Leca à ce sujet. Vous, quelle est votre position pour réduire la pollution de l'air à Strasbourg ? Moi, je crois que d'abord, plutôt que de verdir les programmes, certaines personnes autour de cette table auraient mieux fait de verdir leur bilan et que les actions, c'est avant qu'il fallait les faire et pas aujourd'hui pendant les élections municipales. Nous, on est très clair, la ZFE, on l'a dénoncé dès le début parce que vous étiez à peu près tous d'accord quand vous étiez à la majorité. Peut-être pas vous. Ouais. Et on l'a dénoncé parce que c'était une mesure effectivement antisociale, puisqu'il n'y a rien qui était prévu, il n'y avait aucune mesure d'accompagnement qui était prévue pour que les gens les plus précaires, avec les moins de moyens, puissent changer de véhicule. Donc nous, ce qu'on veut, on aimerait bien avoir ce calendrier, le mettre en place d'ici 2025, mais pas sans mesure d'accompagnement. Donc on va en mettre en place quand on sera à la mairie, et ça passera notamment par le développement du réseau de transport en commun, avec une ligne circulaire autour de Strasbourg pour relier les quartiers entre eux. Parce que là, aujourd'hui, à Strasbourg, tout passe par le centre et les gens n'ont pas en fait les moyens de ne plus prendre leur voiture. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est la première chose à faire. Avant de dire ne prenez plus vos voitures, c'est leur donner les moyens de ne plus prendre leur voiture. Catherine Tronpan, on parle de mesures d'accompagnement, c'est ce que vous prévoyez en tout cas dans votre programme. Oui, d'abord je voudrais dire que je suis allé à la rencontre des Strasbourgeois. Avenue du Rhin, avenue des Vosges, sur la route de Schirmeck et sur la route des Romains. C'est-à-dire sur les itinéraires qui sont aujourd'hui les plus pollués, où vivent des familles, des enfants. Et nous avons parlé des solutions. Première solution, sur l'avenue du Rhin, c'est de transférer les camions par une entrée vers le port par le sud. C'est aussi de pouvoir placer des pièges à particules près
les particules polluantes, les émissions, près des services les plus sensibles, les écoles ou les EHPAD par exemple. C'est aussi d'installer d'abord beaucoup plus de liaisons ferroviaires et de mettre les camions sur le rail pour éviter qu'ils encombrent nos rues et nos voiries. C'est en même temps un contrôle de ces camions pour qu'on arrête les camions qui sont aujourd'hui polluants et qui circulent en dépit de la légalité. Mais comment on les arrête Comment on les arrête Eh bien, je propose qu'une brigade chargée de cela puisse le faire au sein de la police municipale. Et je prépare, à l'heure actuelle, et j'y ai travaillé, je suis aujourd'hui vraiment très engagé, ce que j'appelle un crédit mobilité, c'est-à-dire la possibilité d'offrir une solution de transport d'un véhicule qui soit loué ou prêté à ceux qui auront besoin de l'utiliser dès lors qu'on ne pourra plus utiliser un véhicule diesel. Ce sera valable aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels et je pense que c'est indispensable si on veut en effet que depuis les personnes les plus démunies jusqu'aux gens qui ont des revenus entre 1 500 et 2 000 euros par mois puissent de fait avoir la possibilité d'aller au travail et de pouvoir continuer leurs activités. Ombline Duparc. Alors moi, ça me fait quand même un peu rire de voir tous ces gens qui étaient aux manettes pendant des années découvrir tout d'un coup, au moment des élections, faire des constats et découvrir les problèmes de pollution à Strasbourg. Déjà, les camions, le problème de circulation des camions, il n'est pas nouveau et il existe. Pourquoi ? Parce que quand en Allemagne, ils ont mis en place la taxe poids lourd, nous, on a laissé faire sans rien dire et on a eu un transfert qu'on a accepté. Ça, c'est pas la ville de Strasbourg, c'est l'État. Enfin, alors, c'est pas la ville de Strasbourg. Enfin, la ville de Strasbourg n'a rien fait pour lutter, pour trouver des mesures et pour discuter avec nos voisins allemands pour qu'il n'y ait pas un transfert de tous les camions sur l'autoroute côté français. À l'époque, quand ça a été mis en place, j'habitais à Ensheim. Du jour au lendemain, on a doublé le temps de trajet le matin pour aller à Strasbourg. Du jour au lendemain. Ça a été clair. Concernant la pollution de l'air, c'est pareil. On a une municipalité sortante qui a construit, qui a bétonné, qui a construit n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et maintenant, tout le monde découvre qu'il y a des problèmes de pollution. Il faut déjà arrêter de bétonner la ville. Il faut impérativement reverdir, replanter des arbres. Il y a encore pas longtemps, 190 arbres ont été arrachés boulevard de Lyon. Il faut replanter des arbres sur les avenues, sur les places. C'est extrêmement important. Ce sont des gros facteurs de dépollution. Et puis, il faut développer le système de transport en commun pour limiter la voiture. Donc, continuer les voies de tram, développer encore le pass bus SNCF, bus, tram, plus largement que ce qui existe actuellement. Et il faut, je pense, ne pas prendre de mesures démagogiques qui mettraient dehors la moitié des Strasbourgeois, et notamment tous ceux qui ont besoin de leur voiture. Alors, je voudrais dire à Mme Duparc qu'en 1989, on avait un plan de dépollution atmosphérique transfrontalier. J'ai décidé à l'époque de réaliser un tramway pour limiter la pollution atmosphérique pour la santé des habitants et pour la santé du patrimoine. Donc ce n'est pas une affaire nouvelle. Et si on regarde aujourd'hui les mesures de pollution dans le centre-ville, elles sont concentrées sur les axes que j'évoquais. Et ça veut dire aussi qu'on peut utiliser déjà le transport public et qu'on peut aussi accompagner d'autres mesures. Je pense en particulier à la transformation de tous les champs qui sont aujourd'hui installés sur le territoire de la métropole. Et avec l'agroécologie, c'est-à-dire la culture sous couvert, on peut déjà absorber la moitié des gaz du CO2 qui est produit par les transports et par le chauffage urbain. Donc il y a des solutions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a parlé de la pollution de l'air. On va vous demander quelle est votre mesure, la première mesure que vous prendriez en matière d'environnement. Le temps presse, donc essayez d'être assez concis. Catherine Trottmann, poursuivez. Quelle serait votre première mesure ? Alors, je pense que pour éviter cet effet de refus ou cet effet de difficulté sociale, je pense qu'il faut discuter de l'ensemble des mesures qui ont été votées, d'ailleurs à l'unanimité, dans le plan climat que j'ai présenté en décembre à l'Eurométropole. Je propose d'organiser dès avant la fin de l'année une COP26 qui permettra de définir les priorités, les mesures d'accompagnement et en même temps aussi le rythme avec lequel on pourra mettre en œuvre ce plan climat qui ne concerne pas que la pollution de l'air, mais qui concerne aussi bien d'autres aspects comme l'énergie, comme l'économie circulaire.
Jeanne Barzéguian, quelle serait votre première priorité en matière d'environnement ? La priorité, c'est bien sûr l'urgence climatique. Et donc, c'est un grand plan de rénovation thermique des logements. C'est aussi une mesure sociale qui permet de réduire la facture énergétique et ça permet aussi de créer des emplois. Ce sera ensuite de végétaliser et déminéraliser notre ville pour lutter contre les îlots de chaleur. Et il ne s'agit pas seulement de faire de la surenchère à la plantation d'arbres. Il s'agit de créer des continuités végétales et de fabriquer autrement notre ville. Et bien sûr, l'écomobilité. Et pour cela, je lancerai un grand emprunt de la transition écologique à hauteur de 350 millions d'euros à la ville et à l'Eurométropole. Avec quelle fiscalité ? Sans hausse de fiscalité, puisqu'il s'agit d'investissement et qu'aujourd'hui, notre ville et nos collectivités sont peu endettées. Les taux d'intérêt sont à hauteur de 1% et on peut tout à fait envisager un emprunt sans hausse de fiscalité. Moi, je souhaite qu'on investisse pour les générations futures et pour notre avenir. Alain Fontanelle ? Il faut rappeler qu'un emprunt, ça se rembourse à un moment donné. Donc, il faut quand même des recettes et de la fiscalité. C'est tout à fait possible. Ma priorité en matière d'environnement, c'est tout simplement les Strasbourgeois et leur qualité de vie. Pour améliorer la qualité de vie à Strasbourg, il faut moins construire. Il faut une ville moins dense et plus verte. Vous avez beaucoup construit quand même. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il faut ralentir le rythme, justement. Si on parle de verdir la ville, de plus d'arbres, il faut de l'emplacement pour cela. Et donc, il faut assumer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on se rend compte qu'on construire. est allé trop loin dans ce qu'on appelle la bétonisation. En tout cas, il y a beaucoup de logements qui ont été construits. Il y a des besoins aussi, parce qu'il y a une population qui croît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on trouve l'équilibre ? Il y a des besoins et il y avait un objectif qui a été dépassé. La machine s'est emballée. Et je pense qu'aujourd'hui, la ville est trop dense. Et si on veut plus d'espace vert, il faut dire où et comment. Et on ne peut pas à la fois maintenir le rythme de la construction et accélérer le développement des espaces verts. Je fais un choix clair, celui de la qualité de vie, celui des espaces verts. C'est le seul moyen aujourd'hui de réduire la chaleur en ville. Jean-Philippe Vetter, vous savez, j'ai été pendant 6 ans dans l'opposition municipale. Je n'ai eu de cesse d'appeler à la fin de la bétonisation de cette ville, à la fin de la minéralisation de nos places. Et on a observé ces 6 dernières années toujours plus de construction. Et on n'a fait que de la quantité et jamais de la qualité. Regardez par exemple l'avenue du Rhin, qui est quand même plutôt un échec architectural et urbanistique. Regardez encore l'écoquartier Danube, qui est vraiment extrêmement dense. Oui, on a fait de la quantité, on n'a pas fait de la qualité. Mesure, et on a eu de cesse, justement. Écoutez, ma mesure, c'est simple. C'est déjà revoir effectivement le plan local d'urbanisme pour arrêter de bétonner nos quartiers. Notamment, un quartier qui en a fait les frais, c'est notamment le quartier de la Robertsau. Mais d'autres encore. Mais aussi arrêter de minéraliser nos places. On vient par exemple de refaire la place du tribunal qui est effectivement une place extrêmement minérale et qui est extrêmement chaude. Donc notre ambition, c'est de pouvoir planter des arbres et des arbustes de manière à pouvoir améliorer la qualité de l'air, mais aussi dans la ville, sur les places, de manière à pouvoir avoir une ville beaucoup moins étouffante, notamment en été. Kevin Lequet, votre priorité en matière d'environnement ? Oui, déjà, je crois qu'on ne peut pas décorréler et le social et l'environnement, et que les grandes mesures environnementales qu'on pourra prendre à Strasbourg, elles ne pourront pas se faire sans augmenter le niveau de vie des 25% des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises qui vivent tout à l'heure, en dessous le seuil de pauvreté. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est pas à décorréler, et que le social est forcément interdépendant de l'écologie. Ensuite, la première mesure d'envergure que nous, on aimerait mettre en place à Strasbourg, c'est un plan solaire, c'est-à-dire d'installer une usine de production et d'installation de panneaux solaires à Strasbourg, qu'on pourrait mettre sur les surfaces planes des grandes surfaces et des immeubles. Et ensuite, évidemment, il faudra, pour nous, ne pas faire peser le poids de l'écologie que sur les habitants, et on va mettre en place une zone à très faible émission qui concernera également les industries et les commerces. Ensuite, en ce qui concerne la végétalisation, on imposera à toute nouvelle construction 20 à 30% d'espace vert pour revégétaliser et prendre en compte aussi la biodiversité de Strasbourg, qui est le grand absent d'ailleurs de cette campagne. On ne parle pas de la faune urbaine. Ça fait plusieurs mesures, ça. On a demandé une mesure. Madame Trottmann, vous voulez réagir ? Oui, non, je disais que concernant les industries, je me disais que de toute façon, la zone à faible émission concerne aussi tout le secteur industriel qu'on peut mobiliser sur la prévention des risques, ce qui est déjà le cas, en particulier avec les entreprises du port qui sont mobilisées dans une action d'écologie industrielle, économie d'énergie, économie d'émissions
et réutilisation de la chaleur fatale qui peut aller dans les quartiers. Je pense en particulier à la scierie de Kehl, qui va permettre d'avoir 18 000 points de chauffe dans le quartier de l'Esplanade avec une chaleur beaucoup moins chère. Ça, c'est une manière utile de pouvoir joindre industrie et bien-être des gens. Pour clôturer ce chapitre sur Rapidement, l'environnement en Bline du Alors Parc. très rapidement, alors évidemment arrêter de bétonner et replanter, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Alors vouloir installer une usine de panneaux solaires, par exemple, c'est très bien, mais c'est des panneaux qui viennent de Chine et qu'on ne sait pas recycler proprement. Donc à un moment, il faut que l'écologie, ce soit une mesure de bon sens qui sous-tende toutes les décisions. Il ne faut pas que ce soit démagogique. Donc je pense que l'une des choses les plus importantes aussi, c'est de pratiquer le localisme et donc de s'approvisionner pour ce qu'il y a dans les assiettes de nos enfants à la cantine, mais également pour On toutes fait des les panneaux solaires aussi fournitures. en Alsace, hein, vous savez. Mais... Oui, mais enfin, souvent... Et pour toutes les fournitures qui sont achetées par la ville, il faut acheter autant que faire se peut localement. Ça participe directement de l'écologie, évidemment. Alors, on va refermer cette page. On va écouter la priorité de Chantal Cutajar, autre candidate aussi à Strasbourg, et sa liste citoyens engagés. Elle veut surtout un changement de méthode avec une chambre de participation citoyenne. On l'écoute. Les décisions importantes que nous aurons à prendre en matière d'écologie nécessitent qu'un consensus soit trouvé avec les Strasbourgeois. Par exemple, la délimitation de zones qui sont réservées exclusivement aux piétons. Je propose qu'elle soit définie dans le cadre de la Chambre de la participation citoyenne parce que ce sont des considérations qui ne peuvent pas s'imposer. La Chambre de la participation citoyenne, c'est l'endroit où vont se construire des consensus. Donc on va partir d'un état des lieux partagé et d'une vision qui elle aussi est partagée. Et avec les citoyens, avec les agents de la collectivité, avec les élus, nous allons co-construire les modalités de mise en œuvre de ces décisions. On va passer à la question, si vous voulez bien, des mobilités. On a parlé de la voiture. On va aborder la question de la gratuité des transports en commun qui s'est invitée dans le débat de cette campagne. Jeanne Barséguian, vous êtes pour une certaine gratuité? Oui, je suis pour qu'on puisse remettre à plat la tarification solidaire qui existe en réajustant les barèmes pour qu'ils puissent répondre le plus possible à la situation des personnes, notamment les plus démunies. Et nous proposons des gratuités pour les moins de 18 ans. À la fois parce que c'est une mesure sociale qui va permettre d'alléger le budget des familles, mais aussi parce que c'est une mesure pédagogique qui permettra aux jeunes et aux enfants de prendre de bonnes habitudes. Et en tant qu'enfant, on prend les transports collectifs, et en tant qu'adulte, on continue de les prendre aussi. Alors, gratuité partielle, c'est aussi votre cas, Catherine Trottmann? Alors, si on veut améliorer la situation des ménages et des retraités, effectivement, il faut regarder ce que pèse le budget du transport dans le budget familial ou dans le budget individuel. Et c'est la raison pour laquelle, et en pensant aux familles qui ont en particulier plusieurs enfants, nous prévoyons la gratuité pour les jeunes jusqu'à 18 ans, mais nous prévoyons aussi la gratuité pour les personnes de plus de 65 ans, parce que souvent, elles n'ont pas de véhicule et elles ont besoin de pouvoir se déplacer. Mais c'est aussi pour les personnes handicapées la possibilité d'utiliser le transport public de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide, je dirais, dans les trajets quotidiens. Et c'est donc en pensant à l'ensemble de ces usagers que nous avons décidé de ces gratuités. Mais j'ajouterais que nous voulons aussi introduire la gratuité les soirs de match pour le Racing et la SIG. Aller au sport, aller aussi voir des spectacles avec la gratuité pour des jeunes ou des supporters, c'est pas mal. Il faut mettre plus de trams aussi le soir de match. Oui, absolument. Pas que... Jean-Philippe Vetter, vous avez choisi un autre type de gratuité uniquement le dimanche. Alors déjà, la première chose, c'est que la gratuité doit se manier vraiment avec une forme d'attention toute particulière, parce qu'à la fin, c'est toujours quelqu'un qui paye. Mais surtout, je pense qu'une gratuité en semaine n'est pas forcément une bonne idée parce que le tram est bondé de 7h à 9h ou de 17h à 19h. Rajouter de nouvelles personnes, c'est pas forcément garantir un meilleur service. Mais est-ce qu'il y en aurait forcément plus? Pas forcément. Il y a aussi des moins de 18 ans qui prennent... Oui, mais je pense que l'idée de la gratuité, c'est justement qu'il y ait des nouvelles personnes dans le tram qui découvrent le transport en commun et qui, du coup, adoptent un comportement beaucoup plus vertueux. Donc, mon ambition, c'est de prôner la gratuité le dimanche. Les trams circulent, de toute façon, mais ils sont souvent vides. Donc ça permet de découvrir, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas bien le tram, mais de coupler cette gratuité le dimanche du tram et du bus
avec la gratuité des musées. Parce que nos musées sont formidables, notamment à Strasbourg, mais parfois ils ne sont pas forcément beaucoup fréquentés. Ça permet donc, avec une association toute particulière, avec par exemple les étudiants en histoire de l'art ou en art déco, de pouvoir... La gratuité dans les musées existe déjà le premier samedi du mois. Oui, à Strasbourg. mais vous savez, tout ça nécessite une forme d'organisation, de calendrier. Moi, je pense surtout à cette gratuité. Vous savez, vous êtes en famille, le dimanche à 10h, et vous dites qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va aller au centre-ville de Strasbourg pour 0 €. On va pouvoir rentrer dans les musées, découvrir les œuvres d'art avec des étudiants qui se feront un plaisir de pouvoir vous raconter l'histoire de l'œuvre, quelle est l'ambition de l'artiste. Et donc, je trouve que c'est une vocation vraiment populaire. L'art doit être présent pour tous, et on met beaucoup d'argent, et c'est tant mieux, dans le monde culturel et dans le budget culturel strasbourgeois. Eh bien, je pense qu'il faut en faire profiter un maximum de Strasbourgeois. Alain Fontanelle, vous, pas de gratuité, vous avez fait un autre choix. Oui, j'ai fait un autre choix parce que en 2010, j'ai conduit la réforme de la tarification. J'ai mis en place une tarification solidaire. Vous êtes également président de la CTS. Tout à fait, mais, Les gens ne savent pas forcément. mais ce n'est pas à ce titre que je l'ai fait. Non, mais bon, vous à connaissez l'époque. bien le sujet. Tout à fait. Et cette tarification, elle est juste, elle est solidaire. Et c'est important de la maintenir puisqu'on peut avoir des abonnements mensuels à moins de 4 €. Elle est en fonction du revenu. Et la gratuité, elle remet en cause cette justice. Et surtout, je pense que la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye à l'arrivée, et c'est souvent le même. Je pense qu'il faut plutôt que de faire de la gratuité, il faut utiliser ces recettes pour faire une révolution de l'offre. Aujourd'hui, on a besoin de plus de trams, de plus de bus, de plus de proximité. Si on ne prend pas les transports en commun, pour la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'ils sont trop chers. C'est simplement parce qu'on n'en a pas aux bons horaires ou aux bons endroits. C'est pour ça que je propose le tram 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi une ligne de bus ou de tram à moins de 500 mètres de chaque habitant. C'est cette révolution de l'offre qui nous permettra à nouveau de montrer la voie, comme on l'a fait au début des années 90 en réintroduisant le tram à Strasbourg. Ombline Duparc, concernant la gratuité ou pas? Alors moi, je pense que la gratuité n'est pas une bonne chose dans la mesure où au final, il y a toujours quelqu'un qui paye. En revanche, je pense qu'il faut réduire le prix du tram pour essayer de le ramener le plus possible vers 1 €. Mais surtout, je pense que c'est le taux de service qui doit être amélioré. Actuellement... C'est-à-dire Eh bien, pour faire des économies, on a réduit les cadencements de tram. Ce soir, pour venir sur votre plateau, à 19h30 à la Régalia, il fallait attendre le tram 18 minutes. C'est énorme, 18 minutes à 19h30. C'est incohérent, ça n'est pas normal. C'est un taux de service qui n'est pas optimal. Il faut par ailleurs rétablir la sécurité dans les trams. Il y a 5000 incivilités et petits incidents mineurs par an. C'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont les chiffres de l'intersyndicale de la CTS, plus de 330 agressions. Vous comptez toutes les incivilités, en fait. Ce sont les chiffres de l'intersyndicale de la CTS. Ça fait plus de 5300 problèmes dans l'année. Ça ne veut pas dire des violences, ça ne veut pas dire... Voilà, non, j'ai parlé des incidents mineurs, mais 330 agressions, c'est beaucoup quand même. Ça fait plus d'une par jour. Est-ce que ce chiffre est bon? Alors, Fontanelle, vous qui êtes président de la CTS? Il y a une confusion de plusieurs problèmes. Cela dit, la sécurité des voyageurs dans le tram, mais aussi des conducteurs, est un vrai sujet. Il faut prendre des mesures pour leur garantir la tranquillité. D'une manière générale, dans la ville, la sécurité est un enjeu. On va vous laisser je pense qu'il n'y a pas seulement la question de la sécurité. Moi, je prévois de créer une brigade de sécurité pour les transports à partir de la police municipale à Strasbourg. Et je pense qu'il y a aussi les conditions de travail. Et quand on veut un service qui s'organise 24 sur 24 heures, 7 jours sur 7, ça suppose quand même aussi d'associer les salariés de l'entreprise. Et jusqu'à présent, je ne crois pas que cela a été fait. Je pense que la sécurité des voyageurs dépend aussi de la sécurité au travail de ceux qui conduisent ces engins, les bus et les tramways. Kevin Loquet. Oui, non, c'est typique de la droite qui n'ont pas compris qu'un service public, c'était gratuit. Et c'est ça, chacun paye selon ses moyens et chacun l'utilise selon ses besoins. C'est à ça que ça sert un service public. Donc effectivement, pour nous, la gratuité des services des transports en commun, c'est une mesure de justice sociale pour les plus démunis, pour les plus pauvres. La gratuité, c'est pas non plus une question d'âge, à notre sens, pour Strasbourg en commun. On peut être pauvre à 35 ans, à 19 ans, comment on fait si on est encore en études et qu'on n'a toujours pas de salaire? Le problème n'est pas réglé. Donc nous, on va calculer la gratuité et proposer la gratuité en se basant sur le reste à vivre des personnes et en augmentant ainsi leur niveau de vie, ce qui aussi pourra permettre une baisse des inégalités à Strasbourg.
On va changer de sujet, si vous voulez bien. On va revenir sur des événements qui ont beaucoup fait parler dans la France entière. C'est les événements de la Saint-Sylvestre, avec plus de 300 voitures brûlées cette nuit-là. Que faire pour éviter que ça se reproduise, Jean-Philippe Vetter ? Alors, effectivement, lorsque vous étiez français ou même européen, vous entendiez parler de Strasbourg quasiment dans tous les journaux à cause de cette gestion de la nuit de Saint-Sylvestre. J'étais présent toute la nuit sur le terrain, le 31 au soir, mais aussi le 1er, pour aller discuter avec les habitants qui étaient choqués, qui se sont sentis pour beaucoup abandonnés, qui ont eu le sentiment qu'ils devaient défendre tout seuls leur outil de travail, parce que le 2, évidemment, beaucoup d'entre eux allaient travailler. Et donc, ils m'ont raconté des dizaines de personnes, parfois mineures, qui effectivement se retrouvaient en train de brûler leur outil de travail. C'est un scandale. C'est un scandale et je souhaite désormais que les forces de l'ordre, en civil et en uniforme, mais aussi en civil, puissent être présents sur place pour pouvoir interpeller. Ça, c'est la première chose. Et que chacun puisse répondre de ses actes. Ils étaient aussi sur place le soir. Malheureusement, on leur a donné comme instruction d'être plutôt en retrait et plutôt d'accompagner notamment les pompiers lorsqu'ils devaient intervenir pour éviter les accidents et effectivement les confrontations directes. Moi, je pense qu'il faut absolument pouvoir interpeller pour qu'il n'y ait plus de sentiment d'impunité. Mais deuxièmement, il faut aussi penser aux parents. Que font des enfants de 12 ou 13 ans dehors toute la nuit? Je souhaite qu'il y ait une responsabilisation des parents. Je souhaite qu'on puisse dialoguer avec eux pour pouvoir créer un dialogue et évidemment trouver des solutions, mais aussi, le cas échéant, de penser à des sanctions. Vous prenez beaucoup d'avance sur votre temps de parole, Jean-Philippe Vetter. Jeanne Barzéguian, ce qui s'est passé au Nouvel An, évidemment, ça a choqué les Strasbourgeois. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ces événements ? Bien sûr, ce sont des actes graves qui se sont déroulés et qui ne doivent pas rester impunis. Pour autant, je constate que cette question de la sécurité, au lieu d'y travailler toute l'année, on s'en préoccupe au lendemain du Nouvel An. Et je pense que c'est un problème. Je pense aussi que c'est un problème d'instrumentaliser ces actes pour ensuite stigmatiser Mais quand vous dites la population on s'en occupe des au 31 décembre, pourtant, ça fait depuis 2014, vous êtes aussi dans ces quartiers-là. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il y a un moment donné où... Est-ce que ce n'est pas un sentiment d'échec? La situation s'était améliorée et je pense que cette recrudescence marque peut-être un manque de vigilance, un manque de coordination entre les différentes autorités et cette attention qui doit être une attention 365 jours par an. Et il ne s'agit pas que de mesures de sécurité, il s'agit aussi de mesures... Vous parlez du monde associatif? Il s'agit de mesures de prévention. Donc je parle de l'ensemble des acteurs autour de la sécurité, de la prévention et de la tranquillité publique. Donc il y a bien sûr la police municipale qui a un rôle important à jouer dans ce lien de proximité au jour le jour et dans ce lien de prévention. Et je souhaite retravailler sur les missions de la police municipale avec ses représentantes et ses représentants. Mais c'est aussi ce travail de fond sur la prévention à mener avec l'ensemble des acteurs de la prévention spécialisée. Et là-dessus, l'Eurométropole peut mettre davantage de moyens. C'est aussi de la formation à de la médiation de rue. Et ce que je constate, c'est qu'on manque d'espace de dialogue et d'écoute pour les habitantes et les habitants de ces quartiers qui ont envie d'échanger sur ces sujets, qui ont aussi des choses à proposer. Et les quartiers qui ont été abandonnés, comme le quartier de l'Elzo, en tout cas c'est le sentiment de ces habitants qui ne voient pas encore la réhabilitation venir. C'est ce sentiment de relégation et qu'il faut combattre et surtout y travailler en remettant ces quartiers au cœur des investissements de la collectivité en matière de services publics, en matière de commerce, en matière d'amélioration du cadre de vie, aussi en matière de végétalisation et d'environnement. Donc ce sont toutes ces mesures à mener au jour le jour avec une priorité, vous avez raison, pour les quartiers qui aujourd'hui se sentent au second plan. Ça n'est pas normal dans la capitale européenne des droits de l'homme. Ombline Duparc, vous avez proposé une interdiction, si je ne me trompe pas, des pétards et pourquoi pas un couvre-feu?
Non, alors je n'ai pas proposé d'interdiction des pétards, parce que je pense que le problème, ce ne sont pas les pétards. Alors un couvre-feu, excusez, pardonnez-moi. Couvre-feu pour les mineurs, effectivement, pour certaines soirées à risque. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça fait quand même 20 ans que Strasbourg est la capitale des voitures brûlées, que pendant quelques années, une omerta médiatique a été... Il y a eu une recrudescence cette année, mais les années précédentes, ça s'était nettement calmé, on l'a nu parler. Enfin, c'est surtout qu'on n'en parlait plus. Mais ça n'est Vous pas savez, uniquement... J'ai passé plusieurs années dehors le soir du Nouvel An. Je peux vous assurer que ce qu'on a vu cette année ne s'était pas vu depuis très longtemps. Mais et là, je sais, mais on voilà. parle de Nouvel An, mais sauf que ça a commencé au moment d'Halloween et que ça continue. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Ça continue. Ça a été une année exceptionnelle. Et la semaine dernière, il y avait une voiture, 4 voitures désossées abandonnées, criblées de balles à côté de l'usine d'incinération. Je me suis baladée au Stockfeld la semaine dernière. On voit un trottoir tout noir avec la palissade de la maison toute noire. C'est une voiture qui a brûlé. J'ai boité hier, j'ai distribué des tracts dans les boîtes aux lettres hier matin au Neuf. C'est insupportable. Vous allez dans des cages d'escalier où vous avez des gens qui ont garé leur vélo, leur poussette, et puis vous avez des impacts de balles sur les portes des immeubles, des boîtes aux lettres cassées, des mégots de cigarettes, de pétards. Alors, le couvre-feu, je voudrais juste qu'on vienne une minute sur le couvre-feu que vous proposez. Comment vous le mettez en place quand certaines villes ont essayé de le faire, ça a été abandonné à chaque fois? Non, ça n'a pas été abonné. Il y a des critères légaux pour mettre en place un couvre-feu. Oui, ça a été effectivement abandonné parce que dans les faits... Ça a été abandonné parce qu'il l'avait décidé sur une durée trop longue. Mais après, vous êtes maire, vous avez des compétences, vous faites votre travail, vous mettez en place un couvre-feu qui correspond aux critères légaux. C'est pas compliqué, il suffit juste de le vouloir. Et puis, il faut renforcer les effectifs de la police municipale, bien sûr, et créer un centre de commandement commun entre la police municipale et la police nationale pour leur permettre d'intervenir chacun le plus rapidement possible, de manière coordonnée dans leur domaine de compétences. Alain Fontanelle, vous partagez cette idée. Il faut renforcer les effectifs de la police municipale, notamment lors de ces soirées à risque. Il faut les renforcer toute l'année, bien sûr. Ce qui s'est passé le 31 décembre, c'est grave. C'est un échec en matière de maintien de l'ordre. C'est un échec en matière de prévention. Il faut tout revoir. Il faut se donner les moyens pour... Le maire, ce soir-là, a parlé d'un échec aussi de la ville. Oui, bien sûr. C'est un échec collectif, bien sûr, de la ville, de l'ensemble des associations de prévention et de la préfecture. Et tous les acteurs le reconnaissent. Je les ai rencontrés sur le terrain. Et il y a le besoin de tout remettre à plat. Quand je serai maire, je réunirai l'ensemble des acteurs avant cet été. Il est important de revoir tout le dispositif le plus tôt possible. Il y a déjà un dispositif en place avec la préfecture. J'augmenterai les effectifs de la police municipale. Il est important de disposer de plus de moyens pour une police de proximité dans les quartiers, pour une plus grande réactivité. Le 31 décembre, mais aussi le reste de l'année. Et j'assumerai moi-même cette compétence de la sécurité. C'est un enjeu important, c'est une compétence régalienne. Il faut pouvoir pas de délégation, donc, c'est non, il faut pouvoir parler d'égal à égal avec le préfet, avec les responsables de l'État. C'est une mission qui demande beaucoup de détermination et d'autorité, et je l'assumerai pleinement. Je souhaiterais réagir, parce que c'est très bien, mieux vaut tard que jamais pour ouvrir les yeux, mais M. Ries nous parlait quand même, juste avant la nuit du 31 décembre, il faisait un appel au calme en parlant de problèmes d'incivilité. On n'est plus dans l'incivilité, là on est dans l'émeute et le vandalisme. Mais je suis ravie de voir que vous ouvrez les yeux à quelques jours du scrutin. On est dans la violence organisée, et c'est vrai que la violence s'est installée plus globalement dans notre pays depuis plusieurs mois. Elle s'est installée dans les médias aussi. Et on a la problématique de la responsabilité des parents. Je crois que quand à 12-13 ans, à 2 heures du matin, on brûle une voiture dans la rue, il faut aussi interroger la responsabilité des parents. C'est un travail d'ensemble. Il faut stigmatiser personne, mais il faut être à la fois sur la prévention, mais aussi, bien sûr, sur la répression. Catherine Trottmann, concernant cette question. Oui, moi je pense que l'insécurité est la première des inégalités, parce qu'elle a touché, on le voit le 31 décembre, d'abord les gens qui avaient les situations sociales les plus compliquées, qui l'ont dit, et qui ont été particulièrement touchés. J'ai rencontré les associations d'aide aux victimes, j'ai entendu un certain nombre de choses. D'abord que les véhicules ont commencé à brûler le 31 octobre, autour d'Halloween, et donc que le problème n'était pas seulement lié au 31 décembre.
J'ai entendu aussi le fait qu'il fallait plus de coordination et plus de resserrement entre les différents intervenants des services publics au plus près du terrain. J'ai constaté aussi que le soir du 31 décembre, on avait peut-être moins de forces de sécurité de la police nationale qu'on aurait dû avoir parce que le dispositif qui est organisé pour assurer la sécurité du marché de Noël mobilise en quelque sorte les forces de sécurité. J'en ai tiré quelques conclusions. D'abord, un problème de méthode, de préparation, de prévention, augmenter les effectifs de la police municipale parce que c'est le baromètre de la sécurité dans la ville, faire en sorte d'avoir une brigade équestre. J'ai parlé des 30 policiers municipaux supplémentaires, mais en même temps, je crois aussi, parce que la sécurité est un continuum, il faut agir en continuité, l'éducation doit être prise en compte aussi. Aujourd'hui, un des problèmes qu'on a dans ces quartiers, c'est le trafic de drogue. Et moi, je pense qu'il vaut mieux aider les jeunes à faire du sport. Mieux vaut le sport que l'ennui, ou les ennuis dans le quartier, et mieux vaut l'entreprise ou la création d'entreprise que le trafic. Donc ça veut dire aussi que la lutte pour l'emploi, contre le chômage, la possibilité d'offrir plus de choix dans le sport en aidant des familles qui peuvent avoir une bourse pour les licences sportives, voilà des réponses qui vont accompagner cette prévention. L'économie souterraine est encore un autre sujet. Oui. Kevin Loquet, vous voulez réagir aussi à cette question-là de la sécurité? Je vous ai entendu un petit peu réagir selon ce que chacun répondait. Et oui, bien sûr, M. Fontanelle a l'air de s'étonner qu'il y ait un mouvement de révolte en France. Et pas que, d'ailleurs, c'est dans le monde. Il y a une jeunesse du monde entier aujourd'hui, dans plusieurs pays, qui se révoltent pour diverses raisons. Mais là, votre président, M. Macron, a sa part de responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, il participe aussi à cette montée de la violence. Ensuite, je pense qu'effectivement, ce n'est pas le problème des voitures brûlées, ce n'est pas quelque chose qui doit être pris en octobre et en décembre, c'est quelque chose qui doit être travaillé à l'année. Et on a fait le tour des quartiers là, pendant ces élections municipales. Quand ils parlent de sécurité, les gens là-bas, les habitants là-bas, ils nous disent « mais trouvez un emploi à nos jeunes, ramenez-les à l'école ». Et c'est ça qu'ils veulent, la sécurité, parce que du coup... Justement, alors si vous me le permettez, vous terminerez tout à l'heure, on va les entendre, puisqu'on a la parole des habitants. Les habitants du quartier, c'était à Haute-Pierre, qui ont eu envie de se faire entendre pendant cette campagne, lors de grands débats, où certains d'entre vous ont participé dans les centres socio-culturels. On les écoute. Avant, il y avait la police de proximité, qui était vraiment très important. Ce qu'on demande au maire des médiateurs dans le quartier pour qu'ils puissent parler au nom des jeunes, qu'ils ouvrent la maison locale comme était avant pour trouver un boulot pour ces jeunes, ils sont perdus. On vit dans des quartiers assez démunis, des quartiers où on est assez touché, où il y a de la discrimination parce qu'on vient de quartiers. Niveau emploi, que ça soit niveau emploi, que ça soit dans la vie quotidienne de tous les jours. C'est toujours la même chose, hein, la sécurité, le logement, on va dire les places de stationnement, le mal-être des gens. Tout le monde se plaint, mais voilà, c'est toujours le même discours, que ce soit au Néof, Haute-Pierre, Cronenbourg, partout. Kevin Loquet, vous allez pouvoir terminer votre propos, vous l'entendez dans ce reportage, certains habitants se sentent complètement oubliés aujourd'hui à Strasbourg. Oui, complètement. Il dit c'est le même discours partout. Et aujourd'hui, il y a des quartiers qui ont été délaissés pendant des décennies et ils ne trouvent plus rien là-bas. Et ça nous a pas surpris, nous, qu'on a fait notre programme, puisqu'on a fait pendant un an la tournée des quartiers en faisant comme les marcheurs, porte-à-porte. Comment ? Comme les marcheurs pendant la présidentielle. Oui, mais on l'avait fait avant les marcheurs. Alors, qui est l'œuf ou la poule Je sais bien qui est l'œuf. Donc voilà, c'est un manque de services publics, de proximité, d'éducation, de santé, c'est un manque d'emploi, c'est un manque voilà, c'est ça qui participe à la sécurité. Et la pauvreté, du coup, et l'insécurité, c'est quelque chose qui sont liés. Donc il faut ramener de l'activité dans ces quartiers-là, et ça aura pour conséquence de baisser l'insécurité. Nous, on propose pour ça de créer des centres d'activité et d'emploi. Donc ce sera des entreprises gérées sous la manière d'une SCOP. Donc ce seront les habitants d'un quartier qui vont décider quel projet ils vont faire pour leur quartier ou pour Strasbourg d'ailleurs. Ce sera subventionné par la ville pour des projets et ils se réapproprieront en fait leur quartier et leur vie en disant bon ben voilà, qu'est-ce que je peux améliorer dans cette ville, comment je peux travailler pour ma ville. Et on pense que ça c'est le meilleur moyen d'arrêter cette dégradation des quartiers, c'est que les gens se réapproprient leur quartier. Jeanne Barzéguian, vous avez entendu les habitants avec des questions concrètes. On a parlé sécurité, mais on parle aussi emploi, on parle égalité, la jeunesse aussi.
Moi, je pense qu'on tolère dans certains quartiers de Strasbourg des choses qu'on ne tolérerait pas en centre-ville, c'est-à-dire des conditions de vie indignes, des logements vétustes, des rats, des punaises de lit, des éclairages qui ne vont pas être réparés sur la chaussée pendant des mois, des choses, encore une fois, qu'on ne tolérerait pas dans le centre-ville de Strasbourg. Et ça génère ce sentiment de relégation, d'être des habitants de seconde zone. Donc, ça fait partie de nos priorités, de se battre sur la justice sociale, et ça passe bien évidemment, la première des choses, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête, mais encore faut-il que ce logement soit digne, et ensuite c'est l'accès aux services publics de proximité, aux services publics de santé, et également à la culture, au sport. Donc ça passe aussi par des actions de tarification solidaire, notamment pour la pratique sportive. Donc ce sont tous ces volets que nous devons développer dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg, mais de le faire avec les habitantes et les habitants, que les actions de rénovation urbaine, elles soient menées avec eux, et non pas qu'ils aient l'impression de subir à chaque fois les politiques qui sont menées ou qui ne sont pas menées. Jean-Philippe Vetter, on voit bien que c'est une ville qui a deux visages. Il y a Strasbourg, la riche, le centre-ville, et puis Strasbourg, beaucoup plus pauvre, ses quartiers. C'est effectivement une des fortes thématiques de ma campagne, c'est de dire que Strasbourg, aujourd'hui, c'est l'histoire de deux villes. Avec une ville qui va à peu près bien, même s'il y a encore quelques problèmes, et vraiment une autre ville qui se sent complètement délaissée. Et c'est sûr que pour ces personnes qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent, ils doivent être très étonnés. Parce que nous avons des personnes qui, depuis 12 ans, ont tous les leviers du pouvoir pour agir très concrètement, pour changer leur vie. Et ils voient bien, et je le vois, je suis très présent sur le terrain, notamment j'étais avec Jean-Philippe Morer à la Méno, pour voir à quel point, non seulement il y a des problèmes de sécurité, et si vous voulez ouvrir un commerce, la première chose à assurer, c'est la sécurité. Et deuxièmement, il y a le problème de salubrité. Il y a des rats partout. Et je suis persuadé que dans certains quartiers, s'il y avait ces mêmes problèmes, on trouverait immédiatement une solution. On se mobiliserait immédiatement. Donc Strasbourg, aujourd'hui, c'est l'histoire de deux villes. Il faut pouvoir réunir Strasbourg. Il faut attacher une importance à tous les quartiers. Alain Fontanelle. Il y a un vrai problème social dans notre ville aujourd'hui. Des frontières invisibles se sont peu à peu installées entre nos quartiers. On n'est pas très loin de Marseille, on le disait tout à l'heure, en termes d'inégalité. Tout à fait, en termes de pauvreté aussi. C'est l'échec de la politique sociale, mais aussi de la politique de logement. Il faut mettre le paquet sur l'éducation, sur l'école, c'est un enjeu important. Mieux accueillir nos enfants dans les écoles avec un ATSEM par classe, par la réduction aussi des effectifs dans chacune des classes de nos écoles. Il faut la priorité à l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes de ces quartiers doivent pouvoir trouver un emploi. Mais Nous proposons déjà une plateforme pour les aider à trouver des stages. Aujourd'hui, en fonction de votre nom, de votre lieu d'habitation, vous êtes souvent victime de discrimination, de difficultés pour accéder à un stage ou à un emploi. On propose aussi de mettre en place des fabriques de talents pour aider les jeunes à développer. On voit qu'il y a une différence de capacité. niveau de service à la fois entre le centre et les quartiers, Oui. mais entre les quartiers eux-mêmes. Il y a des quartiers où beaucoup d'argent a été injecté, et puis il y a des quartiers comme Elzo qui attendent toujours leur rénovation. Tout à fait, il y a deux quartiers aujourd'hui qui me semblent prioritaires. L'Elzo est un enjeu essentiel. Il y a une programmation d'un plan d'ANRU, mais il faut revoir ce programme. Il n'a pas été fait en concertation suffisante avec ses habitants. Il y a un deuxième quartier qui est menacé de déclassement dans les prochaines années, c'est l'Esplanade. L'Esplanade doit être une priorité. C'est un quartier qui est encore face à une situation qui est acceptable, mais son centre commercial se dégrade rapidement, son habitat se dégrade. Il faut un effort particulier pour ce quartier. Catherine Trottmann, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais réagir parce que je pense qu'il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Quand on a 4 ans de retard sur le plan de rénovation des quartiers, on sait que les bâtiments qui devaient être démolis sont toujours là. Ça crée des problèmes, des tensions, des accidents, comme on en a connu récemment. Le bâtiment où il y a eu un problème récent est un bâtiment qui aurait dû être juste en phase de démolition. Donc il faut aussi que l'État respecte sa parole et ne supprime pas et ne diminue pas les moyens de rénovation du logement social. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur un point, parce que j'entends dire qu'il y a deux villes, le centre-ville et le reste. Non, il y a des gens précaires dans le centre-ville aussi. Sinon, nous n'aurions pas choisi... C'est plus accentué dans ces quartiers-là. Oui, Quand on regarde le salaire médian, c'est quand même lié au quartier. Il y a aussi de la précarité dans le centre-ville, il y a aussi du logement social dans le centre-ville. Donc je pense qu'il faut regarder la ville telle qu'elle est et où se trouve la pauvreté. Et il faut regarder aussi le fait que Strasbourg a, comme Mulhouse,
dans toute notre région alsacienne, le plus fort taux de logement social. Et ça compte aussi dans le pourcentage que vous avez indiqué. Il faut donc aussi que les autres collectivités soient solidaires de la métropole et de la ville de Strasbourg. Et c'est à ça qu'il faut s'employer, pour aller plus vite, pour pouvoir créer aussi ces zones d'activité. Moi, j'en ai créé plusieurs avec la petite société Locusam, pépinière d'entreprise, pépinière pour créer des conditions d'accueil des activités. Je souhaite mener aussi la création d'une coopérative d'activité et d'emploi pour permettre aux jeunes de trouver dans cette coopérative et avec des entreprises leur premier emploi qui leur donnera la possibilité d'avoir une expérience professionnelle. C'est ça, c'est des mesures concrètes qu'on peut faire, mais parce qu'on en a essayé aussi d'autres qui permettent de constater qu'il n'y a pas de fatalité dans les quartiers. Il faut pouvoir démontrer aussi les réussites de ces quartiers et pas uniquement ce qui s'y passe mal. Alors, on va essayer d'avancer car le temps tourne. On aimerait vous entendre aussi sur une série de questions qui font tel aussi débat dans la campagne, comme par exemple le marché de Noël et sa sécurisation. On a vu les habitants jusqu'à être assez excédés cette année. En tout cas, c'est la première fois qu'il y a une fronde des habitants contre le marché de Noël de Strasbourg. Jeanne Parseguian, si vous êtes élue, qu'est-ce que vous faites ? Déjà, je revois le format de ce marché de Noël. J'étais l'une des premières à ouvrir le débat cette année sur cette question. On a bien senti cette exaspération et cette lassitude aussi. C'était pour beaucoup lié au dispositif de sécurité autour du centre-ville et aux fouilles, aux checkpoints, avec une interrogation sur leur efficacité. Donc je pense que la première des choses, c'est de relâcher la pression sur le centre-ville. Moi, je suis tout à fait prête à renégocier avec l'État pour pouvoir alléger ces dispositifs de sécurité et faire en sorte que le format peut être davantage aussi étendu dans d'autres quartiers de Strasbourg, pas seulement sur l'ellipse insulaire, puisse permettre de retirer ces différentes... Quand vous dites alléger la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? Négocier avec l'État pour alléger la sécurité ? Alléger le dispositif de manière à ce qu'on puisse retirer les checkpoints à l'entrée du centre-ville. Donc plus de fouilles. C'est-à-dire plus de fouilles. Il peut y avoir encore, donc on revient bien à un sûr, système des forces de l'ordre qui, évidemment, assurent la surveillance et la sécurité des visiteurs et des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Mais je pense que, plus fondamentalement, on doit repenser le modèle de ce marché de Noël avec les habitantes et les habitants. Bien sûr, on est heureux et fiers de pouvoir accueillir chaque année cet événement, mais faisons-le aussi avec les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. On va essayer de faire des réponses un peu plus rapides. Jean-Philippe Vetter, s'il vous plaît. Alors, le marché de Noël, d'abord, c'est une chance, puisque c'est 2000 emplois, notamment, qui dépendent de ce marché de Noël, et c'est un vrai rayonnement national et international. Mais aussi, je suis alsacien, et je suis fier de nos racines et de nos traditions, et je souhaite que ce marché de Noël ne soit pas un super marché de Noël, mais un vrai marché de Noël. Donc le retour à un marché à taille... Une préférence locale, une préférence artisanale, mais aussi, évidemment, la fin de la bunkérisation. Parce que honnêtement, un système de sécurité qui commence à 11h, ça veut dire qu'à 11h moins 5, vous êtes hors de tout soupçon et à 11h05, vous devez être fouillé. Évidemment, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas crédible. On a bien compris votre propos, Omeline Duparc, sur cette question, rapidement. Alors, sur la bunkérisation, je pense qu'il faut à un moment se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces mesures de sécurité ont été mises en place. C'est parce qu'il y a une véritable menace islamiste qui pèse sur notre marché de Noël et sur Strasbourg en général. Elle a frappé le 11 décembre 2018. Les chiffres, la préfecture nous indique qu'il y a plus de 110 fichiers S pour radicalisation islamiste à Strasbourg. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler d'abord pour pouvoir alléger le dispositif de sécurité. Et puis je pense qu'il faut effectivement revenir à un marché de Noël authentique avec des produits locaux. Alain Fontanelle, rapidement. Oui, il faut tout remettre à plat, il faut déconcentrer, il faut rendre le marché de Noël moins étouffant pour les habitants, pour les commerçants du centre-ville. Il faut modifier le dispositif de sécurité, mais il faut être sérieux sur ces questions. N'oublions pas que nous avons traversé un drame. Les Strasbourgeois ont été exemplaires dans leur solidarité, mais cela reste un drame qui marque l'histoire de notre ville. Il faut être responsable. Catherine Trottmann, pardonnez-moi, très rapidement, parce que vous êtes en avance. Oui, je voudrais simplement dire 3 choses. La première, c'est que je souhaite réorganiser tout le dispositif de sécurité avec les autorités préfectorales en déconcentrant les animations du marché de Noël. Deuxièmement, je pense qu'il faut une direction artistique à ce marché de Noël pour être plus sélectif sur les
produit et sur ce qui s'y passe. Et enfin, je voudrais aussi, dans la foulée, rouvrir les stations du tram pour que chacun ait la possibilité de garder accès au centre-ville. Alors, on va vous demander d'être très, très concis sur la question à venir. C'est l'autre grand chantier à Strasbourg, c'est la rénovation du stade de la Méno d'ici à l'été 2025. Un projet qui coûte 100 millions d'euros. Les différentes collectivités ont acté le financement par délibération. La ville de Strasbourg est prête aujourd'hui à engager 12,5 millions d'euros. Tout simplement, la question elle sera très courte. Est-ce que vous respecterez cet engagement envers le Racing, Alain Fontanet ? Là, c'est vraiment en 3 mots, s'il vous plaît. Évidemment, oui. Je suis très fier d'avoir participé avec beaucoup d'autres à la reconstruction du club et avoir invité Marc Keller à prendre la direction et la présidence du club. On a une direction stable, un club sain. Il faut le soutenir. C'est un élément d'attractivité et de rayonnement essentiel pour Strasbourg. Ambline Duparc ? Oui, et je voudrais qu'on étudie en plus la possibilité d'y faire, comme ça a été le cas par le passé avec Pink Floyd ou U2, 1 ou 2 grands concerts dans l'année. Jean-Philippe Vetter. J'ai pu rencontrer Marc Keller il y a seulement quelques jours et évidemment, il sait très bien qu'il pourra compter sur mon entier soutien. Jeanne Barseguian, la réponse pour Europe Écologie Les Verts ? Vous l'avez dit, les délibérations, elles sont actées et je m'inscrirai bien sûr dans cette continuité républicaine, mais je souhaite aussi que cet investissement public soit un modèle en termes environnementaux et aussi en termes d'impact social pour le quartier et pour la ville. Kevin Lequet. Oui, de toute façon, c'est acté, donc on n'aura pas trop le choix. On déplore quand même, on aurait été à la mairie, ça ne se serait pas passé comme ça, parce que là, l'augmentation des places, c'est des places VIP, et nous, on considère que l'accès au stade, il doit être populaire et au plus grand nombre. Catherine Trottmann, pour terminer ? Oui, moi je fais confiance à l'équipe conduite par Marc Keller. Je constate que la transformation du stade permettra de faire rentrer davantage de recettes et qu'ainsi l'investissement des collectivités sera honoré. Et je constate aussi que l'objectif de formation des jeunes footballeurs est un objectif central et je m'en réjouis. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Dimanche prochain, les Strasbourgeois vont pouvoir voter. Et on le disait en début d'émission, tout est ouvert. On part peut-être même sur une pentagulaire. Que ferez-vous au second tour, Catherine Trottmann ? Eh bien, d'abord, je pense qu'il faut regarder les résultats et respecter l'expression du choix des Strasbourgeois. Et c'est ce qui déterminera sans doute notre Une alliance orientation est-elle en discussion. possible, très clairement, avec une des listes présentes sur ce plateau ? Je répondrai le soir du premier tour. Kevin Lequet, vous souhaitez quoi pour le deuxième tour ? Est-ce que vous avez déjà commencé à discuter ? Ce qu'on souhaite pour le deuxième tour, c'est évidemment d'y participer. Et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui les Strasbourgeois à aller voter dimanche, puisque vous avez montré un sondage tout à l'heure, mais vous n'avez pas dit que 61% des Strasbourgeois souhaitaient un renouvellement de l'équipe municipale et que notre liste comporte 0 élu sortant. Et donc, c'est un beau renouvellement pour eux. Jeanne Barseguian, très rapidement, s'il vous plaît. Ma préoccupation et celle de mon équipe, c'est que l'écologie, la solidarité et la démocratie soient au cœur de la prochaine mandature. Ce sera mon cap au premier tour comme au second et c'est une immense responsabilité. Jean-Philippe Vetter, vous êtes en 4e position. Qu'est-ce que vous pourriez faire selon le sondage en tout cas ? Alors cela a été dit, 61% des Strasbourgeois veulent du changement. Je suis la seule liste qui peut gagner et qui propose ce changement. Et je peux vous dire, je suis un sportif. On n'est pas parti pour les alliances, si j'ai bien compris. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je suis un aussi. Sportif. Chaque fois que je suis rentré sur un terrain de tennis, c'était pour gagner. Bon, je crois que c'est pas la peine de faire la fin du tour de table. Le débat donc touche à sa fin. Il vous reste 1 minute à chacun pour convaincre vos électeurs. On va commencer par vous, Ambline Duparc. Ce que je vous propose ce soir, c'est d'être le maire d'une ville qui avancera main dans la main avec vous. Je vous consulterai sur tous les grands sujets, sur tous les grands projets de la ville qui vous concernent. Ce que je vous propose, c'est d'être le maire d'une ville dans laquelle vous pourrez sortir n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, sans vous sentir menacé. Une ville où vous pourrez laisser vos enfants, vos grands, sortir le samedi soir, boire un verre avec des amis, sans vous demander toute la soirée s'ils vont bien rentrer. Ce que je vous propose, c'est d'être le maire d'une ville dans laquelle vous pourrez vous déplacer rapidement, simplement pour aller travailler, pour aller faire vos courses, pour emmener vos enfants à l'école ou pour aller chez le médecin. Une ville où il fait bon vivre. Finalement, ce que je vous propose, c'est de retrouver cette ville que vous avez tant aimée, que l'on a tant aimée.
Merci Ambline Duparc. Le temps imparti s'est écoulé. Catherine Trottmann, vous avez 1 minute pour convaincre vos électeurs. Aujourd'hui, avec 65 talents de ma liste Faire Ensemble, nous sommes portés par une dynamique et nous le sentons sur le terrain grâce à la façon dont les Strasbourgeois s'adressent à nous. Et je voudrais dire que je souhaite être le maire de toutes les Strasbourgeoises et de tous les Strasbourgeois pour prendre soin de nos quartiers et de la même manière, en toute équité, de toute la population de Strasbourg. Je souhaite faire ensemble avec les Strasbourgeois pour une ville qui respire mieux, où habiter puisse se faire dans de meilleures conditions et de façon plus économe en énergie. Je souhaite aussi que les jeunes réussissent leur éducation, leurs études et l'accès à l'emploi. Je souhaite que nous puissions prévoir l'avenir. Le 15 mars, les Strasbourgeois vont exprimer un choix. Ce choix sera déterminant pour connaître le ou la future maire de Strasbourg. Je souhaite être digne de la confiance des Strasbourgeois et, bien entendu, de mériter ce choix. C'est à vous, Kevin Loquet, de vous exprimer. Le 15 et 23 mars prochain, les habitants de Strasbourg auront le choix, la possibilité d'avoir une nouvelle vision pour Strasbourg. En votant Strasbourg en commun, nous en terminerons avec l'immobilisme de ces 2 derniers mandats et nous réimpliquerons les citoyens au cœur des grands projets politiques. Vous voulez poursuivre Comment ? Poursuivez. Oui. Nous nous concentrerons évidemment sur la réduction des inégalités. C'est le seul moyen pour nous d'arriver à répondre massivement avec l'ensemble de la population aux grands enjeux écologiques auxquels nous faisons face. En votant Strasbourg en commun, les Strasbourgeois et les Strasbourgeois pourront aspirer à l'épanouissement et vivront dans des conditions dignes. En votant pour Strasbourg en commun, vous votez pour des gens qui écoutent et qui garantiront leur révocabilité si jamais ils ne vous satisfont pas. Voter pour Strasbourg en commun, c'est voter pour un avenir meilleur. C'est à vous, Alain Fontanelle. Chères Strasbourgeoises, chers Strasbourgeois, dimanche, vous choisirez le prochain maire de Strasbourg. C'est une responsabilité importante. Elle déterminera l'avenir de notre ville. Aujourd'hui, je suis prêt à assumer cette lourde tâche. Je suis en capacité de le faire dès le premier jour du mandat. Je vous accompagnerai pour affronter cette crise sanitaire et économique qui frappe notre ville et notre pays. Je mettrai en place un urbanisme moins dense, plus respectueux de la qualité de vie. Je garantirai l'ordre et la propreté dans tous nos quartiers. J'accompagnerai aussi tous ceux qui font le rayonnement de notre ville, entrepreneurs, chercheurs, artisans, commerçants. Je suis déterminé à améliorer votre quotidien. Je prendrai toutes les mesures nécessaires, sans jamais détourner le regard des sujets difficiles. Je vous propose ensemble d'écrire une nouvelle page de la grande histoire de notre merveilleuse ville. Jeanne Barsignan, c'est à vous. Chères habitantes et habitants de Strasbourg, cette élection municipale est une chance unique d'ouvrir une nouvelle ère pour notre ville, d'agir face à l'urgence climatique, une chance de lutter contre les inégalités et la pauvreté dans tous les quartiers de Strasbourg, une chance de proposer une nouvelle gouvernance, un renouveau démocratique. Je me présente pour devenir maire de notre belle ville parce que je suis prête à relever ces défis. Mon engagement au service de l'écologie, de la justice sociale, de la démocratie, de l'Europe n'est pas récent. Je suis engagée depuis 20 ans au cœur de mon parcours personnel, professionnel et aussi en tant qu'élue municipale. Et ces convictions qui sont au cœur de mon parcours, je ne les trahirai pas. Avec mon équipe, je serai à votre écoute et je travaillerai dans un dialogue constant avec les habitantes et les habitants, le monde économique, les acteurs culturels, toutes les forces vives parce que vous détenez la solution. Vous pouvez compter sur moi. Merci, et je compte sur vous les 15 et 22 mars. C'est vous qui allez clôturer ce débat, Jean-Philippe Vetter. Chères Strasbourgeoises, chers Strasbourgeois, notre ville a d'extraordinaires atouts, une cathédrale. Nous sommes juste à côté de la première économie européenne. Nous avons une formidable université et nous avons le Parlement européen. Nous avons tout pour réussir. Et pour autant, nous avons près de 25% de taux de pauvreté, un taux de chômage bien trop important. Nos villes, parfois, est dans l'insécurité et notamment de vrais problèmes de propreté. Eh bien, je pense que ça fait 12 ans que la même équipe a tous les leviers du pouvoir.
au bout d'un moment, il faut un nouveau souffle. Il faut des nouveaux visages, avec une équipe que j'ai pu réunir autour de moi qui rassemble la droite et le centre, avec des personnes d'expérience, des personnes solides. Nous souhaitons pouvoir ramener la sécurité dans nos quartiers, la propreté, arrêter la bétonisation, verdir nos places et enfin arrêter de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Nous allons aider nos entreprises car ce sont elles qui créent des richesses et ce sont elles qui créent des emplois. Je vous remercie. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci Lucille. Merci, restez avec nous pour le second débat de la soirée. Tout de suite, Molsheim.